up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va un petit peu moins bien, vous êtes moins en pleine forme, ben c'est sûr que la conversation awesome d'aujourd'hui va vous donner des bons trucs pour prendre soin de votre santé. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée, reconnaissante et heureuse de recevoir Catherine Bouchard sur le podcast. Catherine et moi, on se connaissait via les fameux réseaux sociaux depuis un bon petit bout, grâce à notre amie Mireille qu'on a en commun. Et on s'est enfin rencontrés en personne en Italie, rien de moins, lors de la retraite Empower au féminin, où est-ce qu'on a eu vraiment, je pense, un beau coup de cœur l'un pour l'autre en tant que, oui, professionnel de la santé, mais aussi en tant que femme humaine à humaine, entrepreneur à entrepreneur. Et moi, j'ai donné une conférence pendant la retraite en Italie. Catherine aussi a donné quelques conférences. Et moi, quand je l'écoutais, c'est comme si je m'entendais parler. Et Catherine m'a fait le même commentaire aussi. Donc, très, très alignée sur notre façon d'expliquer la santé avec des expériences, des domaines d'expertise différentes, mais qui se complémentent vraiment beaucoup. Donc, avant la fin de la retraite, je dis, Catherine, j'aimerais vraiment ça t'inviter sur le podcast. Tu as accepté, tu as dit oui avec bonheur. Donc, je te souhaite officiellement la bienvenue sur le podcast. Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci Claudia, puis je pense qu'on était vraiment dû pour se rencontrer. Et d'une part, je pense qu'on papillonnait dans les mêmes événements partout sans savoir que l'une et l'autre, on allait un jour se croiser. Puis je pense que aussi, comme tu le dis, moi aussi j'entendais tes conférences, j'étais comme oui, c'est vraiment bon, c'est super bon. On a la même ligne de pensée, fait que je suis vraiment, c'est moi qui est honorée d'être invitée à ton awesome podcast, Claudia. Génial, merci. Puis c'est ça, toi t'es médecin de famille depuis longtemps, tu t'es aussi formée en nutrition fonctionnelle, médecine fonctionnelle, tu as vraiment une approche de santé intégrative qui est très rafraîchissante à entendre. On n'est certainement pas ici ce matin pour chialer contre les médecins puis contre le système de santé au Québec. Il y a ces défis, il y a ces challenges. Oui. Moi, je l'entends avec beaucoup de mes clients. Des fois, il y a des frustrations aussi. Donc, d'avoir une médecin comme toi, avec l'expérience que tu as, avec les connaissances que tu as, amener cette lueur d'espoir-là puis ce discours-là très, très intégratif, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça. On le voit avec aussi plein de professionnels de la santé, on se réunit, on jase de plus en plus. Donc, ça fait du bien. Donc, c'est vraiment un podcast où est-ce qu'on va répondre à vos questions, on va aller défaire des mythes qu'on entend encore souvent dans le domaine médical ou de la santé. Et on veut vous donner aussi une lueur d'espoir que même si des fois on a des frustrations, c'est pas évident d'avoir des réponses, d'avoir des pistes de solutions, de prendre soin de notre santé de la bonne façon, ben on s'en va quand même vers quelque chose de bien grâce à des médecins, entre autres, comme toi qui êtes là, en fait, pour nous aider, là. Mais tu sais, grâce à des médecins comme moi, mais aussi grâce aux patients, aux gens, de aux patients, souvent c'est une déformation professionnelle, mais tu sais, grâce aux gens qui veulent aussi autre chose, puis qui veulent se prendre en main. Puis je pense qu'il y a vraiment un désir, tu sais, moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce qui s'en vient parce que c'est vrai que le système de la santé est frustrant et pour les gens qui l'utilisent et pour les professionnels qui y travaillent. Puis il y a un grand désir de collaboration, il y a un grand désir d'innovation. Puis je pense au-delà de toutes les embûches qu'on peut avoir à plusieurs niveaux, j'ai l'impression que ce désir-là est en train de triompher parce que de toute façon, à travailler tout seul, chacun dans nos bureaux, on y arrivera pas, mais c'est en travaillant ensemble avec les gens là qu'on je pense qu'on va faire émerger un nouveau modèle de santé qui est vraiment sur des bases de santé intégrative. Absolument. Catherine et moi, on a les piliers de la santé qui sont
quasiment pareil, en fait. Puis là, on discutait de plein de sujets qu'on pouvait aborder pour l'épisode de podcast aujourd'hui parce que moi et toi, on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Et on s'était dit que, justement, les piliers de la santé, c'est un sujet que moi, j'ai abordé plein de fois sur le podcast avec d'autres invités aussi. Puis, on dit pas mal toute la même affaire. C'est juste qu'on revient vraiment à ces fondations-là de mieux manger plus près de la nature, avoir un mode de vie actif, gérer son stress, le sommeil, avoir des relations puis des connexions importantes. Donc, ces bases-là, ces fondations-là de la santé, qu'on soit médecin, naturo, kin, etc., on est vraiment, encore une fois, quand on voit la santé de façon intégrative, dans les mêmes discours. Fait qu'aujourd'hui, on voulait pas répéter tout ça. On voulait vraiment aller justement dans des questions, certaines questions du public que j'ai reçues. D'ailleurs, merci à ceux et celles qui m'ont envoyé leurs questions quand j'avais fait un petit post Instagram puis un petit email. Et moi et Catherine, on discutait des choses que c'est ça, les deux, on entend encore puis qui peuvent être des fois un peu mêlants puis des mythes. Fait qu'on va commencer avec une première question. Est-ce qu'on devrait avoir peur des médicaments? Je sais que toi, tu travailles aussi la déprescription, ce qui est, à mon avis, génial parce que souvent, on associe je m'en vais chez mon médecin, je vais avoir un diagnostic, il va me donner un médicament pour aider mes symptômes ou ma maladie. Mais toi, tu amènes aussi l'aspect de déprescription. Fait que peux-tu nous parler de faut avoir peur des médicaments, quand est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'on en prend trop? Puis c'est quoi ce processus-là de déprescription? Ben en fait, moi, la déprescription, c'est l'acte médical que j'aime le plus. Yay! Je pense que de façon générale, on devrait prendre le moins de médicaments possible. Mais c'est une super bonne question parce que parallèlement, tu sais, puis même moi, pour avoir plongé dans une phase de ma carrière qui était plus conventionnelle, je veux pas, après ma formation, puis pour m'être ouvert à tu sais, une approche qui est plus intégrative, plus fonctionnelle, plus basée sur les piliers de la santé, tu sais, je me rends compte qu'il n'y en a pas de bons puis de mauvais outils. Il faut juste savoir vraiment bien les utiliser. Puis je pense que la peur, par exemple, de la médication, ça peut être sain. En fait, je trouve ça sain, moi, parce que je trouve que c'est le reflet d'une vigilance, là. Puis des fois, il faut voir que, tu sais, quand les gens vont me consulter puis ils sont pas sûrs, là, je suis pas sûre que je veux ça. Puis je trouve ça extraordinaire parce que ça amène le dialogue, ça amène à poser des questions. Puis cette peur-là, est-ce que ça peut être justifié? Absolument. Parce que c'est pas banal. Puis des fois, effectivement, dans notre système conventionnel, on va avoir très peu de temps. Puis de part et d'autre, hein, des fois, le professionnel n'a pas beaucoup de temps, il diagnostique quelque chose, puis on veut amener une solution. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Puis aussi, des fois, les gens aussi sont pressés, puis ils sont tannés d'avoir mal ou d'avoir... Fait qu'ils veulent aussi une solution, puis il y a des belles solutions qui existent, mais en même temps, il faut toujours se questionner sur pourquoi qu'on prescrit quelque chose. Tu sais, combien de temps qu'on va le prescrire, puis c'est quoi le futur de tout ça. C'est super important d'avoir une vigilance par rapport à la prescription. Puis autant il va y avoir des outils dans la pharmacothérapie que les gens vont avoir plus peur, comme par exemple les gens ils ont, si je peux te donner des exemples, les gens ils ont souvent peur des opiacés là, comme la morphine. Hey, moi je veux pas de la morphine, ou par exemple de la cortisone. Tu sais, c'est comme classique. On dirait qu'il y a des peurs qui sont plus ancrées. Pourtant, quelqu'un qui a une grosse douleur, la morphine, c'est un bon outil de façon temporaire. Puis bien utilisé à la bonne dose pour la bonne indication. Des fois, c'est très utile là, quand on s'est cassé quelque chose qui fait très mal ou quand on a... Fait que tu sais, il y a des médicaments comme ça qui les gens vont avoir plus une tendance à avoir peur. Puis à ce moment-là, c'est d'expliquer, de rassurer, puis d'englober tout ça parce que ça peut être des outils très intéressants. Puis des fois, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas assez peur de certains médicaments, peur entre guillemets, comme par exemple les antibiotiques, qu'il faut vraiment savoir utiliser à bon escient. Des fois, on va aller un peu vite sur la prescription d'antibiotiques quand c'est des infections virales, puis on se rappelle que les antibiotiques sont bons pour les infections plus bactériennes. Un autre médicament, des fois, qu'on n'aurait peut-être pas assez peur, c'est les médicaments pour la digestion, comme les antiacides, que tu sais, ça va aller vite, là, des fois qu'on va en prescrire, ça va durer longtemps, cette prise-là, là, d'antiacides. Faut toujours s'assurer que c'est justifié parce qu'il peut y avoir un impact important sur notre digestion, notre microbiote, puis même l'absorption de certaines vitamines et minéraux qui peuvent avoir ultimement un impact sur notre immunité, sur notre santé osseuse. Puis je te dirais que le troisième médicament, des fois qu'on n'a pas assez peur, c'est les somnifères. Puis avec raison, là, les gens, pas dormir, c'est très souffrant, là.
Puis on a beau, tu le sais bien, Claudia, là, avoir des super bons conseils à donner sur le sommeil, c'est pas toujours facile. C'est un enjeu il y a des gens qui dorment, tu sais, super facilement, puis il y en a d'autres que malgré qui sont exposés à la lumière du matin, puis qui prennent plus de café, qui font de l'exercice, qui font pas d'écran, puis ils font tout ce qu'il faut. Ben là, finalement, c'est pas évident, mais faut savoir que c'est des médicaments qu'il faut avoir une certaine vigilance. Alors, tout ça revient vraiment dans le fait d'en rediscuter aussi par rapport à la médication pour les déprescrire éventuellement ces médicaments-là quand ils ont peut-être plus leur indication, puis de se poser des questions à dire, tu sais, régulièrement, à l'initiation de la prescription, essayez de bien comprendre c'est quoi le problème de santé, comment ça marche la physiologie de ça, puis exemple, si j'ai peur d'en prendre, pourquoi ça pourrait peut-être m'aider? Est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres affaires que je prends, que ce soit des suppléments naturels aussi? Puis après ça, quand la prescription se renouvelle, là, puis des fois, on est juste habitué d'aller les chercher à tous les mois, de se re-questionner de temps en temps, dire, moi, j'adore ça quand mes patients ils me disent, c'est quoi que je prends? Tu sais, honnêtement, il y a des gens qui ne savent pas, là, plus qu'on pourrait croire, là, puis je les blâme pas parce que maintenant, ils ont toute une liste, puis la vie va vite, puis on prend toutes ces 8 pilules-là le matin. J'adore ça, reprendre la liste, puis ça peut être fait avec le médecin, avec le pharmacien aussi, de se dire, qu'est-ce que je prends? Pourquoi je le prends? C'est-tu encore indiqué? Y a-tu des façons que je peux faire pour arrêter ça? Parce qu'il y a des médicaments, des fois, qu'on devient un petit peu habitué, mais on a toutes sortes d'algorithmes et de protocoles pour les déprescrire. Puis, comme tu le sais super bien, avec ce que tu fais, avec tes clients, tes clientes, quand on adapte nos habitudes de vie, des fois, les maladies se renversent, les maladies chroniques. Puis ça, c'est vraiment cool de déprescrire à ce moment-là. Là. Tu dirais, hey, vous avez plus besoin de cette pilule-là pour la pression ou pour le diabète, le type 2. Oui, j'adore la nuance que tu apportes, tu sais, dans le sens que c'est pas parce que tu prends un médicament aujourd'hui que tu es obligé de le prendre pour le reste de tes jours, tu sais. Puis de re-questionner de temps en temps, puis de revoir ces discussions-là, puis de poser les bonnes questions de pourquoi je prends ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est quoi les effets secondaires, est-ce que j'en ai encore de besoin, puis est-ce qu'il y aurait d'autres solutions qui plan de match. Peut-être qu'en ce moment, je peux pas l'arrêter, mais si je fais X, Y, Z dans mes habitudes de vie, peut-être que dans 3 mois ou dans 6 mois, je pourrais la réduire ou l'enlever, tu sais. Absolument. Ouais. C'est important. Puis, tu sais, des fois, à l'inverse, autant, des fois, il y en a qui ont, tu sais, qui en prennent beaucoup des médicaments. Des fois, il y en a qui ont trop peur. Tu sais, puis je suis vraiment pas une prescriveuse, mais je pense que c'est des outils qui sont intéressants, tu sais. Mais pour la bonne durée, pour la bonne indication, puis en se re-questionnant toujours. Puis ça, c'est quelque chose, moi, j'aime beaucoup toutes les interventions qui redonnent le pouvoir aux gens. Puis ça, c'est notre pouvoir qu'on a de se dire, quand je m'en vais chercher mes médicaments à la pharmacie, qu'est-ce que je prends? Aujourd'hui, c'est-tu encore indiqué? Puis qu'est-ce que je peux faire pour en prendre le moins possible? Tu sais, le corps, idéalement, il est mieux sans rien, mais il y a des choses qui arrivent des fois dans la vie qui fait que ça peut être un bon outil, des fois, pour activer la roue pour toutes sortes d'autres affaires. Tu sais, si on a une douleur, une lombalgie chronique, ça nous empêche de bouger, mais qu'avec un peu de médicament, ça peut nous aider à nous réactiver, moi, je dis des fois aux gens, OK, j'aime pas ça prescrire ça, sauf qu'on va le faire, puis on va l'arrêter. Tu sais, quand vous allez être capable de reprendre votre exercice, puis tu sais, fait qu'il y aura toutes sortes de choses qui pourront être faites pour réévaluer ça. Oui, absolument. Ce qui nous amène aussi à parler des suppléments, des produits de santé naturels. Moi, je l'ai certainement vécu, puis j'ai aussi eu le commentaire de certains clients-clientes, tu sais, où est-ce que on arrive peut-être avec une conversation des fois qui a de la résistance ou qui est fermée à la prise de suppléments ou de produits naturels, que le médecin va être comme non, tu sais, voici médicaments à la place. C'est quoi ton opinion là-dessus? C'est un gros sujet, on pourrait en parler pendant probablement 10 heures, là. Mais un peu dans le même ordre d'idée, tu sais, est-ce qu'il faut être super vigilant avec ça? Est-ce que ça peut justement remplacer à un moment donné des médicaments puis aller vers une possibilité plus naturelle avant de tomber dans la prescription de médication qui aurait peut-être moins d'effets secondaires? Faut être vigilant aussi parce qu'il y a beaucoup de scrap, là. Je m'excuse du mot sur les tablettes, là, puis des produits qui sont vraiment pas bons. Fait que toi, en tant que médecin, comment tu vois ça, les suppléments puis les produits naturels? Tu sais, ce que tu dis, c'est tellement le reflet de la vérité dans ma pratique. Il y a beaucoup de patients que j'ai, là, ils commencent à me connaître, fait qu'ils se sentent moins mal, mais qui osaient pas me le dire. Tu sais, je vous avais pas dit ça, mais au lieu de prendre la pilule pour la prostate que vous m'avez prescrit, je l'ai acheté du palmier nain, tu sais. Puis là, ils ont comme peur de ma réaction. Puis je suis comme, ouais. Et puis moi, c'est beaucoup, c'est les patients qui m'ont
qui m'ont amené cette curiosité-là, de dire du panier nain. Tu sais, j'essayais de voir à quoi ça ressemblait dans ma tête, du panier nain. Puis là, tu sais, d'aller fouiller là-dessus, puis il y en a des références, il y a des super bons sites, il y a plein d'études sur les produits naturels. C'est sûr qu'il faut être capable de départager les bonnes et des moins bonnes études, mais aussi, il faut réaliser que des produits naturels, c'est dur à étudier parce que il y a souvent moins de financement pour faire des grosses études sur les produits. Puis d'autres raisons pour lesquelles c'est dur d'avoir beaucoup de littérature sur les produits de santé naturelle, c'est que des fois, on va vouloir étudier des choses que notre corps en a déjà à l'intérieur de nous, comme par exemple la vitamine D. Si tu veux voir l'effet de la prise de vitamine D sur XY conditions, ben on en a naturellement par ce qu'on va faire dans notre quotidien, où on a des vitamines, des minéraux dans notre corps, on a toutes sortes de choses. Fait que des fois, c'est dur de faire des études aussi puissantes que celles qu'on va avoir avec la médication. Mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de littérature. Puis ça, je pense que c'est un mythe pour les professionnels de la santé à réaliser que c'est pas parce que c'est naturel que ça marche pas, puis c'est de la chenoute, puis qu'il y a pas, c'est pas démontré, puis c'est vraiment super intéressant d'aller puiser, fouiller là-dedans, parce qu'il y a définitivement des produits de santé naturelle qui vont être équivalents à certains médicaments conventionnels en termes d'efficacité. Puis ça, je dis ça pour avoir révisé la littérature, par exemple, beaucoup sur tout ce qui est en douleur, en arthrose. Il y a beaucoup de produits qui sont très, très, très intéressants. Et comme tu le disais souvent, là, je généralise, mais souvent, les produits de santé naturelle vont arriver avec un profil d'effets secondaires qui vont être moindres, mais par contre, vont prendre plus de temps pour faire effet. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'ai une douleur puis je veux prendre de l'acétaminophène. Puis là, mettons que j'ai de douleur d'arthrose du genou, là. Puis là, je veux prendre de l'acétaminophène parce que ça fait mal, ça risque d'agir pas mal plus vite que si je commence de la glucosamine, par exemple. Mais si je décide que je prends de la glucosamine sur 6 à 8 à 12 semaines, ben là, je risque d'avoir, c'est ce que les études démontrent, une efficacité comparable. Fait que là, c'est quand même intéressant. Puis tout ça pour se dire, ben il y a des gens qui... Ça, j'aime bien qu'on intègre la notion de préférence individuelle. Sachant ça, il y a des gens qui vont dire, moi, j'attendrai pas 6 à 8 à 12 semaines pour avoir ce style d'efficacité-là. Peut-être ça va marcher, peut-être pas. Puis il y en a d'autres que ça va leur valeur et préférence. Ils vont dire, ben moi, je préfère vraiment ça parce que j'aime mieux me tenir loin de certaines molécules. Les produits naturels, c'est super intéressant. C'est un grand univers. Puis, ce qui va être important aussi de se rappeler, c'est que les produits de santé naturelle, lorsqu'on les prend, il faut avoir la même vigilance qu'avec les médicaments. Au même titre qu'il peut y avoir des interactions avec nos médicaments ou entre les produits de santé naturelle, il y a des choses qui vont être moins étudiées. Fait que au niveau justement des interactions, il y a des produits de santé naturelle, évidemment. Tu sais, s'il y a une efficacité, ben ça se peut qu'il y ait des effets secondaires aussi. Puis ça se peut que, tu sais, moi c'est pas rare que je vais avoir des patients qui vont avoir, par exemple, une grosse pharmacie de produits naturels, puis ils en prennent beaucoup, là, tu sais, puis là, on se dit, OK, attends un peu, on va démêler ça ensemble, tu sais, qu'est-ce que vous prenez le matin? Est-ce que je pense qu'il peut y avoir des interactions avec tout ça? Puis, des fois, c'est de se re-questionner au mindset que les médicaments, ça vous aide-tu? C'est ça. Tu sais, ça fait genre 6 mois que je prends. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, je sais pas, tu sais, je sais pas si ça m'aide. Fait que là, à ce moment-là, on peut se fier un peu à la littérature sur le sujet parce qu'exemple, si je prends de la vitamine D puis je sens pas vraiment l'effet, ben ouais, sauf que tu sais il y a tellement de belle littérature sur certains éléments qu'on peut décider qu'on le choisit puis qu'on le prend, ou les oméga 3 par exemple, mais tu sais quelqu'un qui prendrait par exemple, je reviens sur la glucosamine sur ses douleurs depuis 2 ans, puis finalement il se rend compte que ça donne rien. Ben faut re-questionner ça, puis est-ce qu'il y a des effets secondaires avec d'autres produits? Puis l'autre affaire, puis tu l'as très bien mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de scrap sur les tablettes. Puis quand j'avais préparé une présentation pour le colloque de douleurs chroniques sur les produits de santé naturelle, j'ai tellement appris là sur le fait que la réglementation sur les produits naturels est très différente de celle des médicaments, qui est très différente d'un pays à l'autre. Absolument. Puis il y a des pays qui sont très peu réglementés. Chez nous, au Canada, la réglementation des produits naturels ressemble plus à celle des médicaments. Fait que pour être réglementé, un produit, il y a tout comme 3 critères. Il faut que un critère d'innocuité, faut que les usines soient conformes aussi, puis il faut qu'il y ait un critère d'efficacité. Fait qu'il faut que ça soit sécuritaire, faut que ça soit efficace. Mais pour être jugé efficace, il faut que ça se conforme à une recette là, ou une monographie, par exemple. Mais c'est pas tous les produits qui vont aller
aller prouver que dans la capsule, il y a exactement ce qui est mentionné. Tu sais, puis lorsqu'on va, par exemple, vers les États-Unis, à ce moment-là, les produits naturels se retrouvent plus, c'est des dietary supplements. Fait que ça se retrouve plus proche des aliments. Là, à ce moment-là, c'est pas du tout la même réglementation. Puis, lorsqu'il y a des études qui avaient été faites sur, là, je vais reprendre la glucosamine, on dirait que c'est mon sujet du jour, là. Mais la glucosamine, les produits de glucosamine avaient été étudiés aux États-Unis puis en Europe. Il y avait certaines compagnies que quand on allait prendre sur les tablettes le produit, ben, il y en avait pas dedans ou très peu. Ça. Fait que, tu sais, puis l'autre affaire qui est juste pour rendre ça plus simple, là, mais, tu sais, quand on va prendre un produit naturel, il faut prendre la dose qui a été étudiée efficace. Fait que des fois, on va s'acheter une vitamine, puis finalement, tu sais, il y a tellement peu, comme l'exemple des multivitamines, il y en a tellement pas beaucoup dedans que les chances qu'on atteigne l'efficacité désirée, c'est plus difficile un petit peu. Fait que, tu sais, faut voir ça comme un outil très intéressant, mais aussi avec une certaine vigilance, puis aller chercher, moi, ce que je veux dire à mes patients, ben, tu sais, je veux dire, bon, vous avez telle condition. Bon, on a parlé, mettons, de la médication. Est-ce que c'est plus une approche naturelle qui vous intéresse? Puis on va parler de toutes les autres approches qui ne sont ni pharmacologiques, ni en produits de santé naturelle. Même temps, on dit, j'aimerais ça essayer un produit naturel. Bon, on va aller chercher c'est quoi la dose qui est jugée efficace. Puis je vais recommander d'aller, puis ça, c'est dur parce que on ne sait pas toujours c'est quoi les bonnes compagnies. Puis moi, en tant que professionnel de la santé, je peux pas en recommander une. Fait qu'on va dire, tu sais, aller chercher une compagnie qui semble, tu sais, des fois, ça va être, ce qui va nous aider, c'est des compagnies qui ont l'air actives en recherche, des compagnies qui vont parler de leur processus de standardisation. Tu sais, tu vas voir qu'il y a un peu plus de sérieux. Les compagnies canadiennes, déjà, ça peut être un atout. Puis, on va dire, on l'essaye pour la durée de traitement, là. Tu sais, si t'es supposé prendre 6 à 8 semaines avant de voir un effet, on fait ça. Puis après ça, on se re-questionne. Est-ce que on le garde ou on l'enlève? Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir 8 suppléments pour dîner, 3 suppléments pour souper, puis 4 avant un gros trou dans ton portefeuille aussi, tu sais, puis... Absolument. Absolument. Ouais, good. Fait que ça intéresse. C'est un autre super bon outil, puis... moi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler aux professionnels de la santé. Moi, c'est ce qui m'a allumé à vouloir en savoir plus. Fait que je me dis... on peut en parler aussi aux pharmaciens. Je comprends que des fois, il y a une certaine résistance, mais plus qu'on ouvre le sujet, plus que les professionnels s'intéressent. Puis, il y a quand même la notion aussi d'interaction avec nos médicaments. Fait que c'est important d'en parler parce que des fois, il va y avoir des ajustements qui vont être à faire. Oui, absolument, absolument. L'autre chose aussi qu'on se fait souvent demander quand on va voir notre médecin, c'est nos antécédents familiaux. Y a-t-il des gens dans votre famille qui ont eu le diabète, qui ont eu le cancer, etc. Donc, il y a l'aspect génétique. Même chose, je pense que c'est nuancé. Moi aussi, je l'ai vu en kinésiologie puis tout ça. Ça veut pas nécessairement dire que tu as une génétique X, que t'es pogné avec ça le reste de tes jours puis qu'il y a pas des choses, par exemple, que tu peux faire. Et ou, sachant que tu as cette génétique-là ou que dans ta famille, tu as X, Y, Z, mais justement, ça peut te donner des pistes d'anticipation, de solutions, de prévention. Mais encore une fois, des fois, on est dans l'autre extrême de tout le monde a eu le cancer dans ma famille, donc moi, c'est sûr que je vais avoir le cancer. Puis là, on vient quasiment créer la maladie parce qu'on se fie trop au fait que c'est dans mes gènes, tu sais. Ouais. Comment qu'on doit aborder Absolument. ça? Comment on doit voir ça au niveau de la génétique? Tu le décris bien et c'est important de le considérer. Mais c'est pas rare que, moi, je suis très active sur les habitudes de vie. Puis là, je vais dire, exemple, on fait un diagnostic de diabète de nouveau, le diabète de type 2, là. Puis les gens vont dire, comme, quasiment, je m'y attendais, là. C'est ça. Là, moi, je suis comme, non, là, il y a plein de choses à faire. Puis là, voici quel pourrait être le plan d'action. Puis, des fois, c'est un peu fascinant de dire, les gens, ils étaient quasiment conditionnés à attendre ce diagnostic-là. Mais si on pense qu'il y a que la génétique qui est à la base des maladies chroniques ou des cancers, par exemple, ça fait pas de sens parce que comment qu'on peut expliquer qu'il y a une hausse fulgurante au niveau des maladies chroniques? Comment on peut expliquer que dans les dernières années, on se retrouve avec une population où 2 personnes sur 3 vivent avec du surplus de poids ou de l'obésité, un enfant sur 3? J'avais vu une étude qui était sortie juste un petit peu avant la pandémie qui nous disait que c'était aux États-Unis, mais je pense pas qu'on est si loin que ça, là, que seulement 6,8% des gens avaient une santé métabolique optimale. Fait que comment qu'on peut, si c'est juste génétique, c'est ça. Comment moins qu'une personne sur 10 aurait une santé optimale? Ça fait pas de sens. L'être humain évolue depuis tant de millions d'années, là.
ce qu'on sait sur la génétique, c'est que oui, ça a une influence. C'est sûr, on voit des tendances familiales, mais qu'il y a très peu de maladies purement génétiques, comme par exemple la fibrose kystique. Et que de façon générale, la génétique influencerait à peu près seulement 5 à 10 de notre risque de développer une maladie chronique. Fait que là, on se rappelle que 90 est entre nos mains, là. T'sais, les maladies chroniques comme l'hypertension, la dyslipidémie, la maladie cardiovasculaire, c'est des maladies qui sont intimement reliées au mode de vie. Donc, il y a 90 qu'on peut faire pour aider notre génétique. Puis, de tout ça a émergé le concept de ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire épi pour au-dessus de nos gènes. Puis moi, je l'explique souvent aux gens, c'est un peu comme si la génétique, c'est notre grande bibliothèque de possibilités. Fait que quand on a une génétique, fait que dans nos gènes, ben il y a tout ce qui pourrait, dans le fond, se développer ou arriver. Puis l'épigénétique, c'est un peu comme, tu sais, si la génétique est un peu la grande bibliothèque immense, ben l'épigénétique, c'est le choix des livres qu'on va aller chercher pour notre histoire, dans le fond. Il y a beaucoup de modulateurs d'épigénétique qui sont reliés aux piliers de la santé. On va y revenir pareil, Claudia, pas le choix, on n'a pas le choix. Puis tu sais, on pense que l'être humain est d'une complexité génétique infinie, mais lorsque je sais pas si vous vous rappelez tout de vos cours de génétique avec les petits pois là qui changeaient de couleur là, tu sais. Lorsqu'ils ont étudié la génétique de l'être humain, quand on a été capable de vraiment cartographier les gènes, avant d'être capable de le faire pour l'humain, on l'avait cartographié sur un minuscule verre de 1 millimètre qui s'appelle le C. elegans, qui est un tout petit verre qu'on a été capable de cartographier sa génétique. Puis on a découvert qu'il y avait quand même près de 20 000 gènes, le petit verre de 1 millimètre. Et quand finalement on a réussi, parce qu'il y a eu tout un gros projet de cartographie du génome humain qui a été fait quelques années plus tard, et l'être humain a seulement un peu plus de 21 000 gènes. Fait que finalement, on a à peu près le même nombre de gènes qu'un petit verre est très élémentaire. T'sais, ce qui nous fait dire, c'est que c'est pas comme une recette qui va être appliquée, puis c'est un monde vivant, la génétique, dans laquelle il va y avoir de l'activation, de la désactivation de certains gènes. Puis quand on a regardé l'ADN, là, il y avait seulement un infime pourcentage qui était vraiment des gènes actifs, puis il y avait toute une espèce de zone qui était vraiment vouée à l'activation, à la désactivation de certains gènes qui sont infiniment reliés à notre mode de vie. Donc oui, la génétique est importante, mais c'est pas une fatalité. Moi, je vois plutôt la génétique comme une opportunité de dire, bon, voici qu'est-ce que mon corps pourrait développer, faut pas se le cacher. Comment je peux faire pour me mettre en action pour avoir le moins de chances possible que ça s'exprime dans ma génétique. Absolument. J'adore ton image de bibliothèque parce que moi, j'avais entendu une autre image qui est beaucoup plus dark, là, que c'était que la génétique, c'est comme un pistolet, là, comme un fusil. Puis l'épigénétique, c'est quand tu pèses sur le trigger. Puis you pull the trigger, tu sais. Donc, moi aussi, j'ai entendu celle-là, mais ouais, c'est ça, j'aime mieux. Puis l'autre exemple que j'avais déjà lu, c'est un peu comme tu sais, le disque dur versus le logiciel, là, tu sais, tu peux bien avoir un ordinateur, mais si t'as pas rien pour tu sais, mais je suis tellement pas informatique que je serais pas bonne pour transmettre cet exemple-là. Les deux, on aime lire beaucoup, donc on garde la bibliothèque. C'est ça. Mais tu sais, c'est exactement ça, tu sais, puis même chose, tu sais, je veux dire, tu parlais par exemple du diabète de type 2, mais s'il y a beaucoup de personnes dans ta famille qui ont le diabète de type 2, OK, tu as un 5 à 10 dans tes gènes peut-être, mais le 90 puis tu le dis avec les piliers de la santé, quelqu'un qui va avoir la résistance à l'insuline, qui fera pas d'activité physique, qui va mal dormir, qui va manger énormément de sucre, d'aliments transformés, ben ça se peut que ça pull the trigger ou qu'on prenne pas les bons livres dans la bibliothèque versus quelqu'un qui a exactement qui a la même génétique mais que dans son 90 prend soin de sa santé avec les piliers, c'est vraiment facile à voir que la génétique va probablement moins être activée justement par rapport à cet exemple-là, tu sais. Absolument, puis tu sais c'est prouvé là, les modulateurs de la génétique, c'est tellement fascinant là, la génétique puis l'épigénétique. Il est même prouvé qu'on peut, tu sais, notre activation épigénétique, donc les livres qui vont être choisis, ça peut être transmis. Il y a une certaine transmissibilité intergénérationnelle. Tu sais, donc si mettons toi tu fais des bonnes actions, ben tes enfants risquent d'avoir une facilité épigénétique positive et l'inverse étant vrai aussi. Fait que tu sais c'est même plus grand que nous. Absolument, je trouve ça fascinant.
On va rentrer dans un sujet qui amène encore, je crois, de la confusion. Souvent, c'est un petit peu un mythe aussi. On se fait dire des choses, encore une fois, parfois par notre médecin. Le fameux cholestérol. Pendant très longtemps, puis même encore aujourd'hui, c'est comme, oh mon Dieu, je me suis fait dire par mon médecin que je fais du cholestérol. Faut que j'arrête de manger des œufs à cause du jaune d'œuf. On l'entend de moins en moins, mais on en parlait entre autres à la retraite en Italie. C'est encore des choses qu'on se fait dire. La nutrition, on pense que c'est que ça qui va influencer notre cholestérol. Donc, c'est la seule affaire qu'on doit changer quand on a un diagnostic de « je fais trop de cholestérol ». Là, on se fait dire qu'attends une minute, on a besoin du cholestérol, il y a du bon, du mauvais cholestérol. Bref, peux-tu nous éclaircir là-dessus? Parce que c'est un diagnostic que beaucoup de gens se font encore dire, puis on sait pas trop quoi faire pour s'aider, en fait. Ça aussi, on pourrait en parler vraiment des heures, mais je vais essayer d'être précise et concise. Écoute, moi, je commence tout le temps en disant que le cholestérol, c'est essentiel à la vie. C'est partie intégrante de nos mitochondries qui sont nos petits moteurs d'énergie. Ça, c'est 25% de notre cerveau, notre système nerveux central est composé de cholestérol. C'est un précurseur d'hormones, de vitamine D. Ça aide à la transformation de la vitamine D. C'est intimement relié à la digestion, à l'immunité. Donc, le cholestérol de base, là, c'est super important. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un système de production endogène à l'intérieur de notre corps. Puis, ce qu'on sait, c'est que moins on en mange, plus on en produit. Puis plus si on en mange trop, on va en produire moins. Fait que de couper à extrême là, le jaune d'œuf, là, c'est un peu contre-productif parce que notre corps il va aller en produire. Maintenant, les gens disent on le sait bien que le cholestérol là, c'est impliqué dans la maladie cardiovasculaire, c'est vrai. Pourquoi que c'est si important, je pense que c'est quand même important d'en parler. Mais on a simplifié beaucoup. Puis je faisais la même chose là, quand j'ai commencé à pratiquer, je disais le bon puis le mauvais cholestérol à mes patients, puis là le mauvais il est trop haut, fait qu'on le descend, puis on a un peu une vision parce que dans le fond là, on se va se dire pourquoi qu'on s'attarde au cholestérol, c'est pas parce que on se sent pas bien quand on a du cholestérol qui circule puis que non, c'est parce qu'on veut pas développer de la maladie cardiovasculaire. Fait que c'est ça là, des événements soit au niveau vasculaire, au niveau des jambes, là, des artères qui vont bloquer au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Fait que c'est pour ça, dans le fond, faut se rappeler ça. Il y a une vision qui est tellement facile à vouloir utiliser dans la maladie cardiovasculaire que j'appelle la vision de plomberie. Genre, je mange du gras, le gras rentre dans mes artères, puis le gras se promène dans mes artères, puis ça bloque un artère. Puis là, comme un tuyau de plomberie qui est bouché, là, ça passe plus, puis là, faut le déboucher. Puis là, dans le fond, si tu manges pas de gras, tes artères vont pas bloquer. Ça serait vraiment plus simple à expliquer comme ça. Puis là, dans le fond, on dirait, quand il y a du gras, c'est du mauvais gras, fait que on le diminue. On arrête d'en manger. Mais en fait, ça marche pas comme ça, malheureusement. Puis dans le fond, c'est important de comprendre que la physiologie du gras, du cholestérol, c'est beaucoup plus complexe et celle de la maladie cardiovasculaire aussi. La maladie cardiovasculaire, c'est d'abord et avant tout une maladie d'inflammation. Donc, ça prend une inflammation dans notre corps et le cholestérol va être impliqué. Ça prend à la base d'une maladie, une inflammation circulante, puis il va y avoir une petite bris au niveau des artères. Puis là, à ce moment-là, le cholestérol va comme venir essayer de réparer, colmater une brèche, puis ça va activer une réaction immunitaire. Puis là, ça peut faire qu'il va se développer des plaques dans nos artères, puis ces plaques-là peuvent se rupturer, créer un caillot, puis après ça bloquer l'artère. Fait qu'il faut comprendre qu'à la base, c'est plus complexe et il y a ça prend un terrain inflammatoire à la base. Par rapport au fameux cholestérol, le cholestérol, c'est du gras, on le sait. Mais pour circuler dans l'eau, là, on le sait, si on met une goutte d'huile sur de l'eau, elle va flotter. Pour que le gras puisse circuler dans nos artères, pour aller, parce que je vous disais tantôt, le cholestérol, c'est essentiel à plusieurs fonctions. Donc, il faut que le corps aille le porter aux différents endroits pour qu'il puisse être utilisé. À ce moment-là, il doit se munir de transporteurs. Puis là, c'est ces transporteurs-là qui vont amener le cholestérol vers la périphérie, là, vers les organes. Celui-là, on appelle ça du LDL. C'est celui qu'on dit que c'est le mauvais cholestérol. Puis, il y a du HDL. C'est infiniment plus complexe que ça, mais là, en vue de simplification, on va le dire comme ça. Puis, les HDL, c'est des transporteurs qui ramènent les résidus de cholestérol pour être soit éliminés ou recyclés.
Fait que le bon cholestérol, ça serait le HDL, lui qui ramène. Et là, on me voit pas, mais je fais des guillemets. Et le mauvais cholestérol, c'est celui qui amènerait le cholestérol vers la périphérie, parce que c'est ces molécules-là qu'on voit dans les artères. Par contre, moi, j'aime pas dire ça qui est bon ou mauvais, parce qu'il y en a ni un qui est bon ni un qui est mauvais. Ils font juste leur job, là. C'est juste que pour quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire ou beaucoup de facteurs de risque inflammatoire qu'on peut pas contrôler, ou la maladie est déjà installée, c'est sûr que si le tableau est propice à développer des plaques, ben qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on va en parler de la médication, qui sont des outils pour essayer de diminuer ce qui va circuler pour que ça s'accumule le moins possible. Pour quelqu'un qui a jamais eu d'événement cardiovasculaire, qui a très peu de facteurs de risque, ben à ce moment-là, c'est pas du tout la même histoire, là. Si le terrain est favorable puis qu'il y en a pas, il y a pas de maladie cardiovasculaire, ben il faut vraiment re-questionner une approche qui est trop pharmacocentrique, ça veut dire trop centrée vers des médicaments, parce qu'on passe à côté de la vraie solution. Moi, quand je vais avoir un patient devant moi qui est déjà malade, il y a déjà une maladie cardiovasculaire installée, je dis pas qu'il y a rien à faire, mais je dis que on va peut-être éteindre les feux avec multiples approches pharmacologiques pour pas qu'il y ait d'autres événements. Par contre, quelqu'un qui a ce qu'on appelle en prévention primaire, qui a jamais fait d'infarctus, on appelle ça de la prévention primaire, ben quand je vais regarder son bilan de cholestérol, je vais regarder les profils. Et je vais regarder si les LDL sont trop hauts, je vais dire OK, mais attends un petit peu, on va regarder s'il y a de l'inflammation, s'il y a du diabète, du prédiabète. Quels sont les HDL, les transporteurs inverses, ceux qui ramènent le cholestérol pour le recyclage. C'est vrai que lorsqu'ils sont plus hauts, il y a une certaine association avec un bon facteur pronostic de moins développer de problèmes cardiovasculaires. Comment qu'on peut faire pour les augmenter avec l'alimentation, ces HDL-là? Puis la réponse, c'est en incorporant les gras sains, les bons gras, comme l'huile d'olive, par exemple, l'avocat, tout ce qui est en lien avec les oméga-3, les bons gras sains. Puis, je vois que je vais regarder d'autres paramètres, comme par exemple les triglycérides, qui sont un gras quand on fait un bilan de cholestérol avec notre médecin, il y a plusieurs sous-facteurs. Il y a les triglycérides aussi qu'on regarde, qui sont des gras circulants, mais qui sont issus de la transformation du sucre. Fait que c'est tout un tableau global. Il faut regarder vraiment la maladie cardiovasculaire comme une maladie multifactorielle. Puis ce qu'on veut faire, en fait, là, c'est pas juste à dire, il y a du cholestérol haut, fait qu'on va donner une pilule. Non, ce qu'on veut faire, c'est regarder ça comme dans son entièreté, puis dire comment je peux diminuer tous les facteurs de risque. Moi, je vais regarder tout ça dans l'ensemble. Est-ce que la personne elle fume? Est-ce que la personne est sédentaire? Est-ce que elle mange trop de sucre, soit selon ce qu'elle me dit ou dans ce que je vois dans les bilans, ou si elle est prédiabétique, diabétique? Comment sont ces HDL? Comment sont les LDL? Puis là, on regarde ça ensemble, puis on fait un plan de match, parce qu'on parlait des médicaments tantôt, de donner, encore une fois, un médicament comme les statines, ça peut être un outil utile dans certaines conditions, mais c'est un outil qui a aussi des effets secondaires sur la santé musculaire, sur le risque de développer un diabète. Fait qu'il faut pondérer ça. C'est une discussion qui est très, très, très importante à avoir pour vraiment que ça soit une décision éclairée, puis qu'on se dise à la fin de la discussion, bon, ben, le profil, il a l'air plus dangereux ou il a l'air quand même rassurant. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que bref, pour revenir à la question de base, le cholestérol, est-ce que c'est dangereux? Mangez vos œufs, effectivement. Puis, tu sais, de pondérer aussi avec notre risque général, de pas manger d'œufs pour éviter le cholestérol, notre corps va en faire plus, là, tu sais. Mais c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut vraiment sortir de la vision de plomberie, là. Tu sais, je mangerai pas d'œufs, comme ça mes artères vont pas se bloquer. Mais par contre, j'ai un mode de vie sédentaire, stressé, je fume. Tu sais, on n'atteint pas la bonne cible, là. Exactement. À la limite, si on veut porter attention plus particulière à notre alimentation pour aider cet aspect-là de cholestérol, c'est pas de se dire justement je mangerai plus de jaune d'œuf et plus de gras. C'est de dire ben je vais essayer de manger le plus près de la nature possible avec des bonnes habitudes alimentaires pour réduire mon inflammation globale dans mon environnement interne, tu sais. Absolument. Puis c'est même à la base la fameuse diète méditerranéenne là, bien appliquée, ben c'est a démontré une efficacité supérieure chez certains profils de gens, là, mais pour les gens à très faible risque, c'est au niveau de la prévention cardiovasculaire. Fait puis encore une fois, je suis tellement d'accord avec toi que c'est un peu large de dire la diète méditerranéenne, mais si notre diète méditerranéenne est encore plus proche, le moins de transformation possible, parce qu'à la base, c'est une diète qui est très peu transformée, mais des fois, on va y donner toutes sortes de saveurs, là, mais les aliments les plus vrais possibles, pas trop de sucre, pas trop fait que c'est par ça qu'on va avoir vraiment une belle prévention, puis des fois, on va se cacher
puis derrière la prise d'un comprimé en disant « Oh, je prends une pilule pour le cholestérol, donc j'ai pas besoin de faire attention à ça », ce qui est absolument faux, là. Absolument. Parlant d'autres amis, ennemis, le sel. Le sel, est-ce que même chose, faut l'éviter à tout prix? On va faire de l'hypertension, c'est dangereux. Y a-t-il une différence entre le sel blanc de table, le sel rose de l'Himalaya ou de mer Baltique? C'est un minéral, c'est important. Là, il y a des électrolytes qui sortent aussi de plus en plus. On parlait de produits de santé naturelle, suppléments, puis qui prônent beaucoup. Non, prenez-en du sodium, là, 1000 mg par jour. Bref. Éclaire-nous un petit peu, amène-nous de la nuance, comme tu sais bien le faire par rapport au sel. C'est un autre sujet très intéressant, le sel. Avec le temps, on réalise que, puis tu sais, c'est un sujet délicat aussi parce que les gens se sont fait dire longtemps de faire attention. Puis je pense pas que c'est complètement faux, là. Puis qu'il y a, je pondère aussi qu'il y a des gens qui ont des maladies au niveau cardiaque, au niveau d'hypertension sévère, au niveau de problèmes de reins, qui doivent vraiment faire attention à leur consommation de sel. Puis tu sais, je le dis d'abord et avant tout, il y a des recommandations qui ont été faites par un cardiologue, par un néphrologue, par un médecin qui vous a dit de restreindre, on fait attention. Ceci étant dit, pour les gens en général, moi, je réalise de plus en plus dans ma pratique que les gens, ils ont trop bien écouté les conseils. Puis là, je parle en général, mais ils vont moins au restaurant, ils cuisinent tout, puis ils ont rangé, voire avoir peur de la salière. Et il faut se rappeler que le sel, c'est un minéral essentiel. C'est le minéral qu'on a en plus grande quantité quand on fait nos prises de sang, là, c'est celui qui en a le plus, là, puis qui se régule très bien avec un rein en bonne santé. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui démontrent que la consommation de sel versus les risques de mortalité ou de maladie cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle une courbe en U. Une courbe en U, ça veut dire que, tu sais, le U étant, il y a 2 pointes à chaque côté, puis il y a une base, là, dans le fond, ça pourrait être un V aussi, là, mais tu sais, c'est une courbe en U. Une courbe en U, c'est que lorsqu'on en consomme trop, c'est à l'extrême, oui, il va y avoir une augmentation de mortalité de maladie cardiovasculaire. Mais lorsqu'on en consomme pas assez, aussi. Donc, c'est important d'aller un peu dans le sweet spot, là. Puis, les gens font... oui, c'est ça, c'est bon. Pas le sweet, le salty. Donc, surtout chez les gens qui vont avoir une alimentation qui est, comme on dit, low carb ou faible en glucides, les gens qui s'entraînent beaucoup, parce que le sodium, le sel, dans le fond, la différence, hein, tu sais, le sel de table, c'est du NaCl. Donc, là, je vous ramène à tout le monde au cours de chimie, là. Mais le sodium, c'est l'apportant Na. Puis c'est un rôle super important dans la régulation des fluides de notre corps, dans la transmission aussi au niveau nerveux, dans la transmission musculaire aussi, l'utilisation de nos muscles. Ça assiste la digestion. Fait que c'est super important. Puis moi, c'est pas rare que je vois des gens qui ils sont tout le temps fatigués, des fois ils ont mal à la tête, ils ont comme pas de vue. Ils récupèrent pas bien aussi. Moi, je vois là qu'ils récupèrent pas bien, ils sont raqués pendant longtemps, tu sais, puis... Ouais. Absolument. Puis là, je leur dis, et là, on révise ça à ta peur. Tu sais, ils se lèvent, sont étourdis, qu'à monter l'escalier. Tu sais, puis là, on révise ça. Je me dis, OK, à ta peur, ils en prennent pas. Tu sais, puis c'est pas naturellement présent dans beaucoup d'aliments, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, par contre, c'est vrai qu'il y a un lien qui est établi entre faire de l'hypertension et la maladie cardiovasculaire. Mais c'est pas si clair que ça que de couper le sel, ça va nécessairement diminuer la maladie cardiovasculaire. T'sais, on a fait un petit shortcut en disant, si je coupe le sel, je vais diminuer ma pression. Puis si je diminue ma pression, je vais diminuer ma maladie cardiovasculaire. Donc, si je coupe le sel, je diminue ma maladie cardiovasculaire. C'est pas si clair que ça. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a une sensibilité pareil au sel sur la pression, par exemple. Je pense que de mémoire, là, ça serait peut-être seulement une personne sur 5 en général qui va prendre s'il prend beaucoup de sel, ça va monter sa pression. Donc, le rein ne sera pas capable de réguler ça. Il y a tout le temps une question de quantité. Mais c'est sûr que les gens qui sont d'emblée hypertendus, peut-être que ce risque-là il est un peu plus élevé, mais tu sais, des fois, je vais juste dire aux patients, testez-le. Là, c'est vraiment fréquent que je vais voir des gens qui ont pas d'hypertension, sont en super bonne santé, sont super fatigués, consomment pas de sel, ils ont tellement peur de la salière, ils en ont plus, ils en achètent pas, ils en mettent pas. Puis tu sais, finalement, je leur dis, vérifiez-la, tu sais, prenez-en plus, puis regardez-la, tu sais, est-ce que moi, personnellement, si j'en prends plus, tu sais, je me teste, là, j'ai aucune différence, là. Mais tu sais, ça peut être individuel, puis on peut le regarder, mais il faut quand même faire attention.
Puis l'autre affaire, des fois aussi, que je réalise, ça me fait penser, c'est que, tu sais, les gens, ils en prennent tellement pas, ils en rajoutent pas qu'ils vont avoir des cravings de sel, puis ils vont finir par prendre toutes sortes d'affaires C'est ça, pas manger des sacs de santé. chips au C'est les fameux complet, chips, puis ouais. c'est ça, du fromage en grosse quantité, tu sais, je vois ça souvent mes clientes européens, là. Fait que oui, effectivement, Ouais, le craving là, ça peut être une indication, je le vois souvent moi aussi. c'est ça. Puis quand notre corps va envoyer des petits messages, parce que quand on prend pas assez de sel, le corps va devoir libérer des hormones de stress. Tu sais, ça va être un stress pour l'organisme, comme par exemple l'épinéphrine, l'adrénaline, là, Mhm. pour tu sais, pour aller, tu sais, comme aller chercher ce jus en guillemets qu'il n'y a pas là. Tu sais, trop peu de sel, ça joue même sur le bilan de cholestérol. Ça a été étudié que ça augmente un petit peu le pouls, fait que notre cœur bat plus vite pour compenser. Puis ça peut même augmenter la sécrétion d'insuline puis prédisposer à la résistance à l'insuline, qui est des facteurs prédisposants au développement du diabète de type 2. Tu sais, c'est d'aller dans une moyenne. Il y a pas de consensus clair sur. Puis encore une fois, ça doit être individualisé. Puis je sais que c'est plate quand on dit ça, on aimerait ça avoir une recette pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça serait. On parle que la dose quotidienne, je dis pas rajouter, mais au total, ça devrait être autour de 3 à 5 grammes de sodium par jour. Il y en a dans ce qu'on mange, là, c'est pas d'en prendre tant que ça, là, mais qui pourrait être l'équivalent de 7,5 grammes ou 12 grammes, là, tu sais, de mémoire, je dis ça, là, de sel de table, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne quantité. Fait que, tu sais, je pense que rendu là, le truc que je donnerais, c'est de voir, bon, est-ce que d'abord et avant tout, il y a eu une recommandation officielle sur, tu sais, pour les gens qui écoutent, là, sur, tu sais, personnellement, votre consommation de sel parce que vous faites de l'insuffisance cardiaque ou, tu sais, faites hypertension, prenez des médicaments, je sais pas trop. Puis sinon, ben, tu sais, ça peut être de voir avec ce qu'on a parlé au niveau de l'énergie, puis tout ça, ben, est-ce que si je sale plus, je me sens mieux? Puis comment réagit ma pression à ça? Tu sais, c'est pas dur d'aller faire prendre sa pression à la pharmacie ou des appareils de pression. Puis si la pression reste normale, puis qu'on vous sentez bien, ben tu sais, c'est peut-être une super bonne chose à faire. Semble-t-il que j'ai vu ça récemment que d'ajouter des aliments riches en potassium, ça peut aider à modérer l'impact du sel sur la pression, à faire que le sel fonctionne mieux. Sodium, potassium, ça fonctionne souvent bien ensemble. Comme par exemple, tu sais, les aliments riches en potassium, c'est genre les légumes feuillus, les champignons, je pense de mémoire, les avocats. Banane, Fait que tu sais, patate. c'est des choses qui vont aller équilibrer un peu l'impact possible du sel. Mais ne pas avoir peur de la salière, peut-être la ramener, surtout là, dans tes auditeurs, d'avoir beaucoup de monde qui s'entraîne ou qui ont de l'intérêt pour ça. C'est important. Tu sais, on en parle des électrolytes, mais on dirait que des fois, on sait pas trop c'est quoi, puis ça finit par être j'ai pris mes électrolytes avec du Gatorade full sucré, là. Oui, c'est ça. Mais, Ça goûte bon dans mon drink, là, mais à part ça. c'est ça, mais tu sais, les gens ils ont pas trop le goût que ça goûte salé dans leur drink d'entraînement, mais ça serait probablement, puis là tu pourras peut-être le savoir plus que moi, là, mais le plus important là que tu recommanderais à quelqu'un qui s'entraîne, ça serait peut-être plus le sel. Fait que c'est ça, fait que bref, surtout là, les gens qui s'entraînent, les gens qui mangent très peu de sucre aussi, ils ont besoin de bien faire attention à leur sel. Encore une fois, c'est un peu comme le cholestérol où Il y a beaucoup plus de ni un nuances. ennemi ni un ennemi là, tu sais, c'est juste c'est super important. Tu sais, c'est de pas en avoir trop peur parce que autant la consommation à l'extrême, si on sale beaucoup puis on est toujours au resto puis on mange plein d'affaires super sucrées transformées, et l'inverse, d'en avoir tellement peur, tu sais, c'est deux choses, comportements qui sont prouvés pour être néfastes au niveau de notre santé cardiovasculaire. Ouais. L'équilibre, l'harmonie dans l'équilibre. L'harmonie dans l'équilibre. Un petit clin d'œil, encore une fois, à la retraite en Italie, où est-ce qu'on parlait beaucoup de ça dans différentes sphères, hein, l'équilibre, la modération, puis je pense que le sel en fait partie aussi. On veut pas en avoir zéro, mais on veut pas en avoir non plus en grosse quantité, là, pour les raisons que tu as vraiment bien expliqué. On continue avec des questions que j'ai reçues justement de certaines personnes. On fait quoi avec l'arthrose? Tu en as mentionné tantôt, tu sais, au niveau glucosamine, etc., qui amène des douleurs, que ce soit au niveau du cou, des mains, des pieds, des genoux, etc. On est dans la quarantaine, la cinquantaine, etc. Moi, récemment, j'ai une cliente qui me dit « Ah, j'ai eu un diagnostic d'arthrose dans ma hanche, donc je dois arrêter toute activité physique. » J'étais comme « Non, tu ne dois certainement pas arrêter toute activité physique. On va modifier, on va ajuster, on va enlever, exemple, l'impact, mais au contraire, tu sais, on va s'assurer que tu as la musculature, la mobilité qui va t'aider à protéger ton articulation pour éventuellement réduire tes douleurs d'arthrose. » Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme piste de solution si on a de l'arthrose?
Ben, tu vois, c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis. J'avais une discussion d'ailleurs avec une kinésiologue qui me disait, tu sais, que des fois les médecins, en donnant un diagnostic comme ça, on nuit à la mobilité du patient parce qu'on leur crée de la kinésiophobie en disant, ah, tu sais, enfin on a trouvé, vous avez de l'arthrose de la hanche, puis waouh, tu sais, les gens ils ont super peur, puis ils veulent plus bouger, puis s'entraîner, puis là, on a aussi une vision erronée, je pense, de l'arthrose en disant, ben, tu sais, je vieillis, j'ai marché beaucoup, donc j'ai usé mon articulation. Puis là, on imagine, tu sais, une vis là toute rouillée là, puis là on se dit, tu sais, c'est la fin, début de la fin, ça va progresser jusqu'à temps que je me fasse changer ça, ma vis là, tu sais, ma hanche en l'occurrence pour le corps. Puis ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, c'est que l'arthrose, c'est pas seulement en passant. Je vais régulièrement faire des radiographies pour d'autres choses chez des gens, trouver de l'arthrose et ils n'ont aucune douleur, tu sais. Fait que des fois, je vais souvent me dire, tu sais, ça se peut qu'on trouve de l'arthrose, puis c'est même pas ça qui vous fait mal. Puis ça se peut qu'on n'en trouve pas puis que vous ayez mal, tu sais. Fait que puis tu sais, si je fais passer une radiographie à tout le monde, tu sais, je vais trouver de l'arthrose un peu partout, tu sais. C'est pas parce que c'est là, puis tu sais, des fois, c'est un raccourci qui serait tentant à faire en disant, j'ai fait une radio, j'ai de l'arthrose, c'est sûr, c'est ça qui me fait mal, il y a rien à faire. Puis en fait, c'est pas ça. Fait que des fois, tu sais, l'arthrose, on va souvent, nous, le dépister par une image radiologique. Faut le corréler aux symptômes physiques, faut que ça fasse du sens de dire que, ben oui, la douleur correspond à ça. C'est pas rare que je vois des gens qui ont, par exemple, qui vont dire, ben j'ai de l'arthrose de la hanche, on l'a vu sur la radio, mais finalement ils décrivent une douleur à la fesse. Je suis sûre que tu vois ça souvent, mais tu sais, c'est même pas ça là. Tu sais, une douleur, une arthrose de la hanche, ça fait mal dans l'aine. C'est un pattern assez typique. Fait que tout d'abord, tu sais, de s'assurer que ce qu'on voit ou ce qu'on dit, c'est vraiment ça qui occasionne les symptômes. L'autre affaire, c'est que encore une fois, l'arthrose, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. De plus en plus, on croit que c'est pas simplement un processus d'usure, que c'est un problème métabolique. On parle beaucoup de ça, le métabolisme, puis d'inflammation. Fait qu'on a parlé de ça aussi tantôt dans la maladie cardiovasculaire. Puis, dans le fond, il se passe, c'est des médiateurs inflammatoires qui vont créer la douleur, qui vont créer ça aussi. Puis, mais par contre, on se rappelle qu'il y a des choses à faire, des choses qu'on peut faire pour aider à avoir un impact anti-inflammatoire, à améliorer le fonctionnement de ses cellules, le métabolisme, tu sais. Fait qu'au niveau, encore une fois, des piliers de la santé. Et le plus efficace, tu l'as bien dit, pour améliorer l'arthrose, pour diminuer l'inflammation articulaire, c'est l'exercice. Fait que, tu sais, c'est la chose à faire. Puis moi, comment je vais souvent l'expliquer, je vais certainement pas accompagner les patients, j'aurais pas cette compétence-là dans quel exercice faire, puis je vais très certainement les référer à des gens super compétents comme toi. Mais je vais leur dire, ben tu sais, s'il y a une certaine pression ou une articulation qui est un peu affectée par ce processus-là, si on lui donne les outils puis qu'on muscle les muscles autour, il va y avoir bien moins de pression sur l'articulation. En plus, en bougeant, ben le corps veut toujours trouver une solution. On va revenir sur l'harmonie dans l'équilibre. Tu sais, s'il y a mal, mais qu'on bouge pareil, ben il va se dire, bon, ben, coudonc, il y a encore besoin de cette articulation-là. Fait qu'on va y envoyer des médiateurs de guérison, puis on va essayer de guérir un petit peu le cartilage, surtout quand on lui donne les substrats. Fait que ça nous amène à dire, ben, si on bouge, on continue d'être actif, notre corps va continuer de vouloir lubrifier les articulations, de vouloir amener de la circulation, de diminuer l'inflammation, d'amener de la guérison. Si on lui donne les outils nécessaires dans notre quotidien en diminuant l'inflammation par notre alimentation, comme tu dis, le plus proche de la nature, le moins transformé possible, le moins de sucre possible, en ayant un bon sommeil, on sait que tous les piliers de la santé jouent sur notre métabolisme, notre inflammation. Puis en plus, des fois, si on parle d'arthrose, on décide qu'on essaie certains compléments, suppléments pour donner les substrats nécessaires, qui est dans la littérature scientifique, qui a une valeur, puis je dis pas que ça va être efficace pour tout le monde, mais il y a pas mal de données surtout sur l'arthrose du genou, de la hanche et des fois lombaire. Là, je vais généraliser, mais ça va être tout ce qui est glucosamine, sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, collagène. Mais ça n'a pas été étudié sur tout. Là. Tu sais, quelqu'un dit ouais, mais moi j'ai de l'arthrose cervicale. Ben, je trouverai pas de littérature pour dire que ça va être efficace, mais bon, si quelqu'un décide qu'il l'essaye, si je trouve pas de science pour dire que ça marche, ça veut pas dire que ça marche pas non plus. Fait que ça peut vouloir dire que, ben, écoute, je peux pas conseiller en disant que c'est appuyé par de la science, mais
quels sont les risques-bénéfices de l'essayer, puis est-ce qu'on l'essaye quand même, tu sais, ça peut être des choses qui peuvent être faites. Mais ça pour dire qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en allant soit par les suppléments, ceux qu'on vient de parler, des fois la vitamine D peut être aussi un cofacteur super intéressant, les oméga 3, tout ce qui va être antioxydant dans notre alimentation ou dans notre mode de vie. C'est toutes des choses qui vont s'améliorer. Puis tu sais, là, je fais un petit parallèle, mais j'ai beaucoup fait de coaching alimentaire, soit dans les alimentations de type restriction thérapeutique en glucides, là, tu sais, du low carb vers le céto ou des alimentations anti-inflammatoires. J'ai vu des gens avec l'arthrose réduire grandement leurs symptômes en changeant leur alimentation. Fait que là, si on rajoute à ça, hey, j'ai moins mal, je commence à m'entraîner. Puis ça aussi, je pense que tu dois voir ce mythe-là souvent de dire, ben j'ai mal, je m'entraînerai pas, puis ça sert à rien, j'irai pas au gym, j'ai mal partout. Ben c'est avec des gens comme toi qui vont pouvoir dire, ok, là, je vais isoler cette articulation qui fait mal, mais on va te mettre en action ailleurs, tu sais. Ouais. Puis c'est super important là. Puis tu sais, des fois aussi, par exemple, l'arthrose, les gens vont savoir qu'ils vont se faire opérer. Puis je pense que tu vas confirmer ça aussi. Fait qu'ils font plus rien parce que de toute façon, ils vont en échanger à la partie, là, tu sais. La pièce va être changée, mais c'est la pire chose qu'on peut faire parce que dans le fond, on se déconditionne. Puis on n'aidera pas. Fait que même si l'arthrose est rendue tellement sévère qu'elle doit être opérée, puis qu'il y a une prothèse qui va être installée, faut continuer d'être actif, ne serait-ce que pour protéger les autres articulations, puis aussi pour aider à la récupération de cette procédure-là. Ouais, fait que bref, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Exactement. C'est pas une fin en soi. Là. J'ai ce diagnostic-là, puis ma vie est fichue à tout jamais. Là. Au contraire, on parlait de responsabilisation tantôt, puis de reprendre le pouvoir aussi sur sa santé. Je pense que ça, c'en est un diagnostic que je vois souvent. Puis moi aussi, quand j'avais fait mon bac en kin, tu sais, il avait dit comme on avait, tu sais, on approchait le début vingtaine, on était super jeunes, puis comme même vous qui avez été athlète, je peux faire un scan de votre colonne vertébrale, par exemple, puis c'est sûr que je vais trouver de l'arthrose, tu sais. Donc, ça commence beaucoup plus jeune qu'on peut penser. Ça veut pas nécessairement dire que ça nous fait mal et qu'on est limité, mais que, encore une fois, comme tu l'as dit, des belles pistes de solutions. Puis oui, l'approche individualisée, surtout dans ce cas-là, entre autres avec l'activité physique, c'est super important, tu sais, parce que justement, tu veux pas que l'activité physique empire ta douleur. Moi, j'aime toujours dire aussi, c'est comme un peu un sweet spot. Il faut continuer à bouger, mais le faire de façon personnalisée, consciente, intentionnelle, pour pas que justement l'activité physique qu'on fait ou qu'on pense qu'on fait qui est correct vienne amplifier les symptômes de la douleur. Et là, on tombe justement dans la peur de d'abord j'arrête de bouger complètement parce que quand je bouge, ça me fait plus mal. T'sais. Donc, c'est un sweet spot, puis se faire accompagner, c'est super pertinent. Good. Je vois le temps qui avance. On va finir avec deux dernières petites questions. Donc, une autre question du public au niveau de l'hypnose. En tant que médecin, c'est quoi ton opinion par rapport à l'hypnose pour, entre autres, aider à traiter soit des problèmes de santé physique ou santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as expérimenté, que tu connais? Qu'est-ce que t'en penses? Ben ça va aller plus vite pour cette question-là. Je suis pas super calée en hypnose. Par contre, que c'est un outil que je recommande régulièrement. Ce que je dirais, c'est que tu sais, de mon humble connaissance sur le sujet, je trouve ça très intéressant d'avoir des outils qui nous permettent d'aller avoir accès à nos ressources intérieures, sans des fois avoir le blocage du mental qui va aller nous dire ouais mais non mais si là, fait que tu sais un hypnothérapeute dirait peut-être que ça n'a pas rapport à ce que je dis là, mais il me semble que ça ce que je connais de l'hypnose, ce que je vois, c'est beaucoup de redonner l'accès à nos ressources internes puis d'amener des reprogrammations en un peu bypassant, si tu dis l'expression anglaise, mais en passant par-dessus, en court-circuitant le mental, puis tous nos conditionnements. Fait que moi, je trouve ça super intéressant, puis je trouve que c'est un merveilleux outil complémentaire. Des fois, quand on a des blocages au niveau de notre psyché, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont pas capables d'aller loin, puis c'est difficile, tu sais, il y a trop de souffrance, puis tu sais, d'aller passer par les voies de l'hypnose, je trouve ça fascinant là, tu sais, on a même vu des gens avoir des chirurgies ou des accouchements sous hypnose où tu sais ça nous fait voir à quel point le corps est vraiment hot là, puis le cerveau aussi c'est puissant clair. Là. Puis au niveau tu sais moi ce que je vois plus dans ma pratique, ça va être beaucoup puis c'est ce que la littérature confirme aussi dans la gestion de la douleur, dans les troubles des fois digestifs, dans le sommeil, puis dans la cessation tabagique aussi, on a il y a des belles réussites. Fait que moi, j'encourage souvent mes patients à envisager l'hypnothérapie. Je trouve ça super fascinant. Mm-hmm. Bref, un jour, je l'essaierai, mais
je l'ai même pas expérimenté moi-même, mais je trouve que c'est tellement un outil merveilleux, là. Ouais, je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. Dernière question, sujet. On parle souvent de la connexion entre le cerveau puis le deuxième cerveau qui est le gut, hein, la santé digestive, etc., avec le nerf vague, ce circuit-là, cette autoroute-là. Toi, tu parles entre autres de la cohérence entre le cerveau et le cœur, qui est une autre connexion super puissante, super pertinente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis c'est quoi cette cohérence-là, cerveau-cœur? Puis à quel point ça peut nous affecter au niveau positif ou négatif pour notre santé globale? Ben écoute, tu sais, en parlant de la cohérence cerveau-cœur, tu sais, des gens connaissent beaucoup la cohérence cardiaque en général. Ben, je sais pas si tout le monde connaît ça, mais la cohérence cardiaque, ça va être consciemment, puis moi, c'est un outil que je recommande régulièrement, qui est très facile à faire. C'est un outil par lequel on va aller faire des techniques respiratoires ou avoir des respirations de type abdominal où on va gonfler le ventre. Puis des respirations, le classique de la cohérence cardiaque, ça va être pendant 5 minutes, faire des cycles de respiration dans lesquels on va inspirer lentement en gonflant le ventre pour que notre diaphragme, qui est notre muscle de la respiration, étire notre long nerf vague. Fait qu'une inspiration sur 5 secondes, expiration sur 5 secondes. Il y a des apps gratuites qui nous permettent de puis avec la montre, tu sais, ceux qui ont une Apple Watch, je sais pas les autres montres intelligentes s'ils le font. C'est merveilleux, c'est un outil extraordinaire parce qu'il va aller aider à amener notre système nerveux autonome dans un mode qui est parasympathique. Tu t'en as peut-être déjà parlé dans tes autres podcasts. Donc, le mode de la détente, de la relaxation, ça va améliorer notre régulation du système nerveux, ça va souvent diminuer le pouls. Déjà ça, c'est un outil super intéressant. Maintenant, puis ça fait longtemps que la science parle un peu de la connexion du cœur-cerveau, puis effectivement le gut-brain aussi, c'est super intéressant, mais ce que moi j'ai appris récemment puis que j'utilise aussi maintenant comme outil, c'est de réaliser que notre cœur, puis je sais pas si tu savais, mais que notre cœur a des neurones. Dans notre cœur, il y a des neurones comme dans notre cerveau, il y a un circuit neuronal très développé. On le sait maintenant que notre cœur communique avec notre cerveau plus que notre cerveau va communiquer avec notre cœur. Puis tu sais, c'est pas puis autant tu sais, on peut parler de spiritualité, là, je parle vraiment de science, là. Puis moi j'aime bien quand en passant la science puis la spiritualité se recoupent, puis on est capable d'expliquer certaines affaires par la science, je trouve ça encore plus génial. Fait que puis le cœur, bien que tu sais puis j'allais dire on pense pas par notre cœur, mais tu sais quand on y pense là, tu sais quand on va dire, tu sais, on va souvent mettre la main sur notre cœur, on va souvent, avoir une impression, avoir une intuition, tu sais, ça résonne de se dire, ouais, il me semble que ça vient pas nécessairement de mes fonctions cérébrales normales, tu sais. Puis ce qu'on pense de plus en plus, c'est qu'il y aurait vraiment une connexion au niveau de notre cœur. Notre cœur communique avec notre corps et notre cerveau de plusieurs façons. Par des hormones, hein, parce que le cœur va être capable de libérer certaines hormones et médiateurs, aussi par une connexion nerveuse, en lien comme par exemple avec le nerf vague, mais aussi le cœur, comme c'est un organe électrique, il va amener un champ électromagnétique, puis ce champ-là peut être mesuré et ressenti. Et ce qu'on sait, c'est que tu sais, un peu notre bulle, ou tu sais, quand quelqu'un est comme en colère, ou on est même capable de mesurer. Ce qui est fascinant, ce champ électromagnétique-là, selon ce que notre cœur va libérer comme médiateur, selon nos émotions. Fait que, tu sais, c'est toute une science qui est en émergence de, tu sais, d'aller travailler sur notre cœur physique, mais qui va être très activé par notre régulation émotionnelle, nos émotions, puis l'impact que ça va avoir sur notre santé. Tu sais, on peut imaginer que notre pompe électrique émet un champ électromagnétique, ben ça affecte notre corps en entier. Par ce champ-là, puis ça l'affecte aussi la personne ou les personnes qui sont dans notre entourage. Puis il va avoir vraiment notre état émotionnel va vraiment conditionner le fonctionnement de notre cœur. Puis là, si je parle de la notion plus électromagnétique, lorsqu'on va avoir une respiration qui va être rythmée, comme par exemple en cohérence cardiaque, ça a été mesuré et que on va ajouter des émotions positives. Il y a vraiment des systèmes de mesure qui vont être capables de calculer l'harmonie dans la variabilité de nos battements cardiaques, puis l'impact que ça va avoir sur notre santé en général, sur notre régulation émotionnelle, sur notre santé physique, sur nos interactions, sur la clarté mentale, sur tous les insights qu'on va avoir de dire « Ah, ça, je le sens pas », tu sais, ou « Ah, je pense que je devrais faire ça ».
Puis, je trouve tellement que c'est un outil merveilleux puis à notre portée qui peut nous permettre de développer un petit peu plus cette... Je trouve que ça vient amener un peu un lien entre tout ce qui est très matériel et physique, puis l'espèce de cohérence, connexion avec notre pilier de la connexion, avec nos valeurs, qui en enlignant tout ça par cette espèce de connexion cœur-cerveau, on est capable de faire que nos actions vont être beaucoup plus alignées avec qui on est. Puis ça a un impact sur notre santé physique et émotionnelle. Mm-hmm. J'espère que c'est pas trop playé ou... Ouais, ce sujet-là, je pense que c'est mon préféré de toute la conversation d'aujourd'hui. Hey, on pourrait en parler. Ouais, les deux, on est des grandes fans de Joe Dispenza aussi, entre autres. Moi, tu le sais, je suis beaucoup dans le Reiki, l'énergétique. Je sais que toi aussi, tu t'es penché vers ça. Puis c'est ça, c'est des choses qu'avant, on associait tellement à genre du wouhou, spirituel, etc. Et là, ben littéralement, on est capable maintenant de le démontrer, de l'expliquer par la science. Et ça fait vraiment le pont entre les gens qui ont besoin de comprendre, rationnel, le voir, et qu'est-ce qu'on ressent. Puis ça aussi, tu sais, dans un truc sur la régulation du système nerveux que j'avais suivi, ben c'est ce que la personne disait aussi, on a 4 fois plus de messages qui proviennent du corps et du cœur vers leur cerveau que le contraire. Et pourtant, on réfléchit puis on prend les décisions tellement trop souvent avec notre tête, tu sais. Donc, ça me parle fois 1000, on s'en jasera à micro fermé ou dans un autre podcast, mais je trouve ça tellement hot que tu parles de ça en tant que médecin, là, puis qu'on conclut là-dessus aussi, tu sais, que notre intelligence émotionnelle puis notre cœur, my God, que ça fait du bien pour la santé globale, là, tu sais. Puis tu sais, j'ai envie de donner un petit exercice aux gens qui écoutent le podcast. T'sais, pour ceux qui connaissent la cohérence cardiaque, pour faire l'activation cœur-cerveau, là, c'est vraiment pas compliqué, c'est super accessible. Puis ce qui pourrait être fait là dans les exercices qui sont enseignés, là, c'est vraiment de faire un exercice, par exemple, de cohérence cardiaque sans être trop structuré, là, respiration lente et profonde pendant quelques minutes, mais d'aller activer une émotion, pas dans notre tête, dans notre cœur, comme si je vivais une émotion positive. Comme par exemple la gratitude, de la joie, du bonheur, tu sais. Puis s'il y en a qui disent j'ai de la misère, allez chercher un moment qui a été un moment heureux dans votre vie ou pensez à votre famille, vos enfants, un accomplissement, une réussite puis allez juste ressentir ce que vous avez senti quand c'est arrivé, puis vivez-le. Imaginez, que cette émotion-là ou que la respiration, puis ce qu'ils font faire dans les techniques, c'est, on imagine que la respiration, elle passe par notre cœur, là, comme ça centre notre attention sur l'organe en soi. Puis on respire par des cycles un peu comme la cohérence cardiaque pour vraiment aller ralentir un petit peu le rythme cardiaque puis équilibrer notre système nerveux. Puis on vit cette émotion-là. Puis après ça, faites juste observer comment vous vous sentez après. Puis de pratiquer ça, fait que moi je trouve ça beau parce qu'on rajoute le ressenti d'une émotion à une technique connue qui est la cohérence cardiaque. Puis après ça, allez voir qu'est-ce que ça vous amène. Des fois là, moi ça va m'amener juste une idée, un insight, un feeling, dire non, embarque pas là-dedans. Puis amusez-vous à faire confiance à ce feeling-là, à dire je l'essaye, tu sais, je réponds oui ou je réponds non ou ah non, j'annule ce soir ou amusez-vous à voir qu'est-ce que ça vous amène. Puis tu sais, ces connexions-là, le 4 fois plus du cœur vers le cerveau, ben je pense que si on apprend à les écouter, on va améliorer tellement de choses par rapport à notre vie en général. Tellement, tellement. Ça nous permet d'écouter notre corps. Tu sais, tout ce qu'on a jasé aujourd'hui pour essayer de repousser le plus longtemps possible les maladies, ben souvent, le corps nous envoie des signaux bien avant. Fait que de se ralentir, de se déposer, de respirer, d'écouter son cœur et son corps, mais ça nous permet d'entendre des petits signaux de carence alimentaire, d'inconfort, de petites douleurs, de petits symptômes, pour qu'on puisse justement être en prévention, ce qu'on veut mettre vraiment de l'avant, là. Donc, merci Catherine. J'ai l'impression que les gens vont être comme on en veut plus, on en veut plus. On veut ben, je vais revenir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as d'autres endroits où est-ce que on peut consommer peut-être tes podcasts, contenus, les endroits où est-ce que tu te fais inviter, tu as une page LinkedIn, est-ce que tu as un site web? Des gens qui veulent en savoir plus de Catherine puis qui peuvent pas nécessairement te voir dans ton bureau en tant que médecin. Où est-ce qu'on peut justement peut-être... J'ai une page LinkedIn, effectivement. J'aimerais être plus active sur les réseaux sociaux. Ça serait peut-être dans mon to-do list cette année. Mais lorsque j'ai le privilège d'être invitée à des podcasts comme le tien, c'est clair que je le partage. Fait que normalement, je partage sur ma page LinkedIn et j'ai une page Facebook Dr Catherine Bouchard. Et je collabore à l'occasion avec le magazine Vive, qui est un magazine de santé bien-être dans lequel j'écris des articles. Puis j'ai le bonheur que l'équipe de Vivre accepte de donner l'entièreté de mes
mes articles gratuitement sur leur site. Fait que ça vaut la peine d'aller vérifier parce que tous les articles que j'écris, au lieu que ça soit juste un petit encore puis que tu sais que les gens vont chercher le magazine, ben mes articles sont donnés puis j'encourage aussi les gens à se procurer le magazine parce qu'il est super là, mais sinon là, tu sais, mes articles sont disponibles sur la page du magazine Vive. Fait que pour l'instant, c'est à peu près ça. Puis effectivement d'aller écouter le documentaire de Pastel Fluo sur la santé intégrative, ça peut être pour ceux et celles qui connaissent pas beaucoup la santé intégrative ou qui veulent explorer un petit peu les bases des piliers de la santé. Ça a été bien abordé dans le documentaire. Oui, je vais tout mettre les liens dans la description du podcast, donc les gens vont pouvoir aller voir ça au niveau du documentaire, le magazine, puis ta page Facebook et LinkedIn. Merci Catherine. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités en fin de conversation awesome. Est-ce que tu as une citation préférée? Ce serait laquelle? Oh mon Dieu, tu me prends de spot. C'est pour ça que j'aime la poser comme ça à la fin. Souvent, la première qui nous montre, c'est elle qui est supposée être partagée aujourd'hui en ce moment. Donc, OK. Ça pourrait peut-être être plus... je prends vraiment ce qui me montre. Parce que, tu sais, souvent, dans tout ça, se prendre soin puis de se trouver du temps pour nous. C'est une phrase que je me dis souvent. C'est peut-être pas, tu sais, ça vient pas d'un grand moine tibétain bouddhiste, mais moi, c'est une phrase que je me dis souvent. Tu sais, souvent, quand on dit tout le temps, j'ai pas le temps, c'est tout moche, ben, moi, je me dis tous les jours, on a le temps qu'on prend. Puis, à tous les jours, je me dis, tu sais, c'est quoi mes valeurs, puis prends le temps pour ça. Fait que dans le fond, on a, tu sais, j'ai pas le temps, c'est pas une excuse. On a le temps qu'on prend, puis on priorise selon nos valeurs. Fait qu'allez chercher dans votre cœur qu'est-ce qui est important pour vous, puis on a toujours le temps qu'on prend. Merci Catherine, c'est vraiment précis. Ça fait plaisir.